los hombres se iban a deshacer de los engaños papistas. La violencia parece actuar racionalmente porque participa del imaginario de aquel tiempo que ve el desarrollo de una sociedad de alianza en la racionalidad de la verdad todopoderosa. Alors, la violence est très curieuse parce que dans un premier temps, elle va épargner les corps des prêtres comme des fidèles. Le sang catholique, même celui des prêtres auxquels l'exil est proposé dans les premières villes conquises, ne coule que peu. Des rituels de libération sont toutefois théâtralisés, tel celui consistant à faire monter un prêtre à l'envers sur une mule, à lui mettre la queue de la bête dans la main, à le promener aux côtés de soldats qui portent au bout de piques l'un un missel, l'autre une hostie, le dernier des ornements liturgiques. Ce sont les signes de l'adultère avec Dieu. Puis, la parodie de procession s'achève sur la place publique de la ville ou du village, où le prêtre, descendu de sa monture, doit se déshabiller, jeter dans un bûcher ses vêtements sacerdotaux et les autres objets qui l'ont accompagné avant d'être chassé de l'espace de la ville. Ce qui est représenté, c'est le départ de la messe papale, figurée comme une prostituée. Et ce que l'on note tout de suite, c'est qu'il ne s'agit non pas de tracer des signes, comme les catholiques le font, en marquant les corps, mais au contraire de faire disparaître d'autres signes qui sont les signes pour les protestants de l'offense à Dieu. En una primera etapa y de forma casi curiosa, la violencia protestante no afecta tanto a los cuerpos, no se mata tanto, no corre tanto la sangre. Rituales de liberación sí se teatralizan. Por ejemplo, suben encima una mula a un cura, orientado hacia atrás, depositan en su mano la cola del animal y le hacen pasar así, acompañado de soldados que llevan en sus picas el misal, una hostia consagrada, último ornamento litúrgico. Son las marcas, los signos del adulterio con Dios. Luego se daba una parodia de procesión que terminaba en la plaza central, donde el sacerdote tenía que sacarse la ropa y tirarla al fuego. Luego exiliarse del espacio del pueblo o de la ciudad. Esos fueron los principios de la misa mostrada y pensado como prostituta. Lo que remarcamos de inmediato es que no se trata de dibujar signos en el espacio, sino al contrario de hacer que desaparezcan esos signos que ofenden a Dios. Alors, les cibles, plus que les hommes au début, de la violence, ce sont les images, les statues et les reliques. Lorsqu'une ville est conquise à l'évangile par une armée protestante, soit par assaut, soit par ouverture des portes, les soldats procèdent tout de suite à une avancée à travers les rues jusqu'au sanctuaire principal, cathédrale ou église paroissiale, qui aussitôt subit l'iconoclasme. Et les images sont rassemblées, brûlées, brisées, maculées d'ordures, parfois après avoir subi des rituels de dérision, invitant le saint à faire lui-même le miracle que l'imaginaire catholique lui attribue. Las víctimas de predilección de la violencia son las imágenes y los cuerpos sagrados. En consecuencia, cuando un ejército protestante conquista una ciudad, los soldados van hasta el santuario principal, donde se ponen a quemar las imágenes, a ensuciarlas de basuras o a veces a aplicar rituales de escarnio, bromando con los santos, invitándoles a actuar de vuelta el milagro que el imaginario católico les atribuye. Alors pourquoi cette violence? C'est que tout simplement pour Calvin, Dieu est pure spiritualité et que honorer Dieu à travers une représentation qui est faite par l'homme, par le péché humain à partir de la matière qui est impure, c'est offenser totalement Dieu. C'est se détourner de Dieu. Calvin emploie le terme pour qualifier le péché humain qui croit pouvoir faire Dieu en le fabriquant. Il qualifie ce péché humain de puant. Les reliques aussi puent, les images puent, relèvent d'une tentative de faire ce Dieu purement spirituel, éloigné des hommes, présent parmi eux. Les hommes sont fous, c'est la grande thématique. Fou est celui qui adore ce qui est puant sans s'en rendre compte. La folie est un abandon de l'être à sa chair, puisque celui-ci s'imagine que l'infinité divine
peut se trouver incrusté dans la finitude du bois ou de la pierre. Donc la destruction des reliques est pensée comme un instrument pédagogique, comme une diction de cette impossibilité de trouver Dieu dans la matière. Lors de la prise de Parjol par deux capitaines, le 6 mars 1562, les reliques des saints, dont celle de Saint Marcel, évêque de Toulouse, sont jetées dans la rue avant d'être brûlées. Alors, ¿por qué esta violencia y estas destrucciones? Sobre todo se trata de exponer a la luz la impotencia natural de lo que es pura materia y ha sido fabricado por las manos del hombre. Destruir los signos de la abominación romana es gritar que Dios es puramente espiritual y que lo que emana de la imaginación humana es ofensa, profanación, pecado. Calvin denuncia este engaño con una asimilación olfativa. El pecado del hombre apesta, las reliquias apestan y profanan la grandeza de la eternidad del Cristo. La temática de la locura le da su estructura a esta crítica calvinista. Quien cita a San Pablo sin sentir temor ante Dios es loco. Quien se condena a la muerte eterna es loco. Quien adora lo que apesta sin darse cuenta es loco. Ser loco es abandonar el ser a favor de la materia, al representarse que el infinito divino puede encontrarse en lo finito de la madera, de la piedra. La destrucción de las reliquias se concibe entonces como un instrumento pedagógico necesario para sanar a esta locura. Quien venera las sagralidades de la Iglesia romana vive equivocado, sin tenerlo consciente, y hay que poner fin a su locura. Se tiran a la calle y queman las reliquias, por ejemplo, de San Marcelo, el 6 de marzo de 1562, cuando los condes de Tende y Cruzol toman Barjol. Numerosos episodios parecidos manifiestan estas luchas violentas contra Satán. Alors, il y a de grandes ruées collectives vers les lieux saints, les autels, les reliques, les corps saints, les orgues, les ornements liturgiques, les statues, les images qui sont trouvées sont pris dans la même tourmente et terminent sur un bûcher. On peut citer le cas de Rouen, tombe dans le camp protestant le 15 avril 1562. Dès le 3 mai, des protestants s'assemblent, qui forcent les portes de toutes les églises paroissiales et conventuelles, envahissent la cathédrale, et tout de suite, les images sont rompues, toutes les croix de la ville, et sur les portails des églises, les statues de pierre sont abattues, et le lundi, les représentations de bois, les livres, les tapisseries, les coffres, les bancs et stalles des églises sont brûlés. Puis c'est l'intérieur des demeures, des hommes viennent visiter, chercher s'il y a des statues, s'il y a des livres de piété catholique. Le 8 juillet, ensuite, ce sont les ossements du saint patron de la ville, Saint Romain, qui sont tirés de la châsse dans laquelle ils étaient conservés et brûlés dans un feu. Dans un feu, cette cérémonie de la crémation du corps du saint patron solennise l'avènement d'une durée de pureté. La messe est désormais plus partie de la ville, l'ordre nouveau va régner. Alors podemos ver, por ejemplo, afluencias populares espontáneas hasta lugares sagrados. Altar, reliquias, cuerpos sagrados, órganos, ornamentos litúrgicos. Imágenes sufren una misma tormenta de erradicación hasta terminar en general en una hoguera. El 15 de abril los protestantes vencen las defensas de Rouen y el 3 de mayo, entre las 10 y las 11 de la mañana, se encuentran varias bandas que fuerzan las puertas de cada iglesia, invaden la catedral, quiebran con gran violencia las imágenes. Las cruces de la ciudad, las imágenes sobre los muros de las iglesias o de las casas son destruidas. El lunes, las representaciones de madera, los libros, las tapicerías, las malas, hasta los bancos de la iglesia son quemados. La purificación de la ciudad se ataca luego al interior de las casas, buscando conseguir la erradicación completa y absoluta. Fueron por todas las casas rompiendo las imágenes, llevándolas a hogueras en la calle.
Los eclesiásticos, confusos ante el furor del pueblo, huyeron este mismo día. Y el 8 de julio tiraron los huesos de San Román al fuego adentro de esta misma iglesia. Esta cremación del cuerpo del santo patrono de la ciudad marca la finalización del tiempo de purificación, durante el cual el juicio de la misa se desarrolló. Esta ceremonia debía marcar que el tiempo maléfico de las supersticiones se había acabado, que el espacio de la ciudad estaba ahora dedicado al único amor de Dios. Alors, le traitement que les reliques subissent est destiné à parler de ce qui est leur vérité, leur abomination. Les reliques sont des créations du péché, elles sont ordures, rien qu'ordures et donc néant. Quand en janvier 1563, l'amiral Coligny prend la ville de Celles, la tête reliquaire de Saint Eusis est jetée dans une fosse d'aisance. L'ordure va donc à l'ordure, retourne à l'ordure. 10 ans plus tard, quand sarlatorum roumain des protestants, le corps de Saint Sacerdoce est abandonné à la voirie, à côté des charognes en putréfaction. Mais il y a plus. La sainteté des reliques dans la société ancienne était une fama, une odeur de sainteté accompagnait ces reliques. Et donc, projeter ces reliques dans l'ordure, c'est nier cette sainteté qui habitait ces reliques. Ce qui fait que la violence est exposée doctrinale et prédication, en quelque sorte, elle enseigne la toute-puissance de Dieu face au péché humain. Se trataba de hacer que las reliquias revelen su verdad, no eran más que creaciones del pecado, basura, nada. En enero del 1563, Coligny toma la pequeña ciudad de Celles y tira la cabeza de Saint Eustace en el Pozo Negro. La basura vuelve a la basura. El 22 de febrero del 1574, cuando los protestantes toman Sarlat, dejan en el medio de la calle al cuerpo de Saint Sacerdoce a que se pudra bajo el sol. Se decía que los cuerpos de los santos tenían este olor a santidad propia a disipar la corrupción del pecado. Esta ilusión se combate revelando el carácter nauseabundo y se niega al juntarles a la basura, unirles a la basura. Esta violencia, si hace demostración doctrinal, tiende a hacer perceptible la superstición, busca romper el encanto y embrujamiento olfativo de los cuerpos santos. J'ai sauté un paragraphe. Donc, dans une seconde séquence, la violence va se fixer sur les moines et les prêtres, qui sont nommés alors la peste du monde, entre guillemets, sont accusés d'être à l'origine de ces atroces violences catholiques qui se sont déchaînées parallèlement. Les prêtres ont alors, en même temps que les images, vocation à disparaître parce qu'ils empêchent la vérité en mobilisant les fidèles contre la vérité. Un monde de folie est mis en scène alors, prêtres revêtus de chapeaux de fous avant d'être mis à mort pour dire qu'ils relèvent d'une religion folle, prêtres montés à l'envers sur une jument dont ils tiennent la queue en évocation de l'adultère à l'égard de Dieu qu'ils ont commis avec Satan, prêtres contraints de dire la messe devant un porc installé sur l'autel à la place d'un crucifix ou d'une hostie, prêtres éventrés pour montrer par l'exhibition de leurs entrailles qu'ils n'ont pas vécu spirituellement, mais pour la satisfaction de leur passion, soit lubricité, soit gourmandise. Moines enfin enterrés vivants pour signifier qu'ils vivaient dans leur célibat comme des femmes, moines émasculés, prêtres contraints d'adorer de l'ordure. En una segunda etapa, la violencia sí se dirige hacia los monjes y sacerdotes, dichos peste del mundo, y acusados de ser el origen de la violencia católica. Su desaparición debería asegurar el triunfo providencial del Evangelio. Se representa un mundo de locura, sacerdotes con sombrero de loco por pertenecer de una religión loca, sentados encima de un caballo, teniendo su cola en la mano, evocación del adulterio que cometieron con Satán, sacerdotes forzados en decir la misa para un puerco, este mismo instalado en el medio del altar en lugar de una cruz, sacerdotes cuyas entrañas se exponen a la vista, símbolo de que vivieron no de forma espiritual, sino persiguiendo la satisfacción de sus deseos materiales. También monjes emasculados para mostrar que vivían como mujeres, monjes enterados vivientes, etc.
Alors je vais conclure juste très rapidement, parce que j'ai fini mon temps, en disant que ces guerres, donc du second XVIe siècle, ont été des guerres sacrées, parce que pour leurs protagonistes, elles activaient une relation avec un Dieu qui, pour les catholiques, était un Dieu immanent, présent autour d'eux, et pour les protestants, était un Dieu lointain qui exigeait de ne pas être honoré à travers des images, des statues. Voilà, je vous remercie, puis je voudrais remercier ma traductrice qui a fait un travail considérable et qui l'a très très bien fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Cousset. Muy bien, ahora, entonces, como les decía, primero vamos a esperar las posiciones de cada uno de los conferencistas y finalmente el espacio para preguntas va a quedar abierto. Ahora pasamos al profesor Philippe Desson, es probablemente hoy uno de los mayores especialistas, y no el mayor en la obra de Michel de Montaigne. Específicamente su biblioteca personal posee todas las ediciones, si no me equivoco, de la obra de Michel de Montaigne. Ha sido publicada, de hecho, su propia biblioteca personal en el año 2012 por las ediciones de Garnier. Hace muy pocos años, en el año 2014, publicó su biografía política sobre Michel de Montaigne, que viene de ser traducida en inglés y que está siendo evidentemente un éxito de ventas importante. Y aquí nos va a presentar el profesor su trabajo sobre Michel de Montaigne y Étienne de la Poésie. Merci, je tiens également à remercier les organisateurs pour pouvoir m'exprimer sur un de mes personnages préférés, Montaigne et son acolyte, la Boétie. Et je vais essayer de faire une courte réflexion sur ce que j'appelle penser la loi au temps des guerres de religion, donc la Boétie et Montaigne. Agradece a los organizadores que le permiten hoy hablarnos de uno de sus personajes preferidos, Montaigne, y su amigo la Boétie, y va a desarrollar un discurso sobre lo que puede haber sido pensar la ley en los tiempos de las guerras de religión para la Boétie y para Montaigne. Donc les 8 guerres civiles qui s'étendent de 1563 à 1594 sont toutes présentes en filigrane dans les essais de Montaigne. Certains chapitres sont même directement inspirés, du moins par leur titre, d'événements et de problèmes confessionnels liés à ces guerres de religion. Les 20 années durant lesquelles Montaigne rédigea ses essais furent profondément marquées par ces guerres qui se suivaient et se ressemblaient et dont la chronologie ponctue son livre. Il se réfère ainsi à nos premiers troubles, puis à nos troisième troubles, ou deuxième, il hésite. Il parle enfin de la 8e guerre, c'est-à-dire du temps de la Ligue, qui sert de toile de fond au 3e livre des essais, avec une description particulièrement virulente dans de la physionomie, chapitre en lequel Montaigne laisse échapper sa révolte et sa honte, selon l'expression « monstrueuse guerre », s'exclame-t-il avec désespoir. Ruine, rage, venin, maladie populaire, les mots ne sont pas assez forts pour décrire les événements qui le touchent de près. Las 8 guerras civiles que se extienden del 1563 al 1594 están presentes siempre a lo largo de los ensayos. Algunos capítulos se inspiran directamente de acontecimientos o problemas confesionales vinculados con esas guerras, al menos por sus títulos. De la conveniencia de juzgar sobriamente de las cosas divinas, libro 1, capítulo 32, de la batalla de Dreux, 1.45, de la libertad de conciencia, 2.19, de las oraciones, 1.46. Otros capítulos abordan cuestionamientos morales en relación con los desórdenes religiosos. Hora peligrosa de los parlamentos, 1.6, de un vacío en nuestros usos públicos, 1.35, de la desigualdad que existe entre nosotros, 1.42, de los malos medios encaminados a buen fin, 2.23. La cronología de esas guerras acompañó los 20 años de redacción de los ensayos, que quedaron profundamente marcados. Se refiere el autor a nuestro primer desorden, nuestro tercer o nuestro segundo desorden. Su tercer libro tiene como telón de fondo la 8ª guerra civil de los tiempos de la Liga, y Montaigne en el capítulo La fisionomía
Manifiesta su indignación y su vergüenza en una descripción virulenta. Monstruosas guerras, clama desesperado. Ruina, rabia, veneno, enfermedades populares, no hay palabra que baste para describir esos acontecimientos que le afectan. Montaigne a le sentiment donc d'appartenir à une époque qui a atteint un degré de barbarie inégalé. Son existence même peut connaître à tout instant un bouleversement complet. Et je le cite ici. En cette confusion où nous sommes depuis 30 ans, tout homme François, soit en particulier, soit en général, se voit à chaque heure sur le point de l'entier renversement de sa fortune. Par sa situation géographique de sa maison, il réside au centre de la tourmente et se considère, je le cite, assis dans le moyeu de tout le trouble des guerres civiles de France. Montaigne siente que su época llegó a un punto inigualado de barbarie, donde la existencia puede estar dada vuelta. Cito: en la confusión en la cual estamos desde hace 30 años, cada hombre francés, en particular o en general, se ve a cada hora a punto de que se invierta su fortuna. Por la situación geográfica de su casa, se encuentra en el centro de tormenta y dice estar sentado en el mismo núcleo del desorden de las guerras religiosas. Durant le conflit religieux, Montaigne participa néanmoins à une importante réflexion sur le statut qu'il faut accorder au droit et à la loi durant une époque tourmentée. L'influence de la Boétie sur ce point indéniable. En effet, la Boétie joua un rôle important dans la formation politique de Montaigne et dans son évolution littéraire. De 3 ans l'aîné de Montaigne, la Boétie fit une carrière rapide et prometteuse de parlementaire, et son discours de la servitude volontaire est aujourd'hui considéré comme un des textes fondateurs de la philosophie politique moderne. Ce traité politique devait à l'origine constituer le cœur du livre de Montaigne, mais il fut retranché au dernier moment lors de l'impression des essais en 1580. L'amitié entre la Boétie et Montaigne fut relativement courte et leurs échanges professionnels eurent lieu principalement au Parlement. 4 années sont en effet peu pour établir une relation qui deviendra exemplaire. Mais Montaigne explique que leurs rapports furent intenses entre 1560 et 1563, c'est-à-dire à la veille des guerres de religion qui seront déclenchées par le massacre de Vassy. No obstante, Montaigne participó en una importante reflexión sobre el estatuto de la ley y del derecho. No se puede negar la influencia que tuvo en eso la Boétie, en su formación política y en su evolución literaria. 3 años más grande que Montaigne, la Boétie hizo una carrera prometedora de parlamentario y su discurso sobre la servidumbre voluntaria se considera hoy uno de los textos fundadores de la filosofía política moderna. Aquel tratado constituía inicialmente el núcleo mismo de los ensayos, pero fue suprimido de repente a su primera edición en el 1580. La amistad de esos dos hombres fue corta, sus relaciones profesionales se desarrollaron sobre todo en el Parlamento, y 4 años son poco para mantener una amistad que se volvió ejemplaria. Pero Montaigne dice que fue muy intensa del 1560 al 1563, es decir, en los últimos tiempos antes de la matanza de Vassy que abrió las guerras de religión. On imagine donc facilement que les conversations de leur temps portaient principalement sur des questions religieuses. Dans un parlement politiquement divisé et exposé à toutes sortes de manigances, les lignes politiques des deux compagnons étaient assez proches l'une de l'autre. À l'aube des guerres civiles, ils défendaient, tous deux, ouvertement la cause catholique et se montraient peu réceptifs à l'idée de concessions religieuses avec les protestants. Ils partageaient aussi la même vision d'un parlement indépendant, mais respectueux de l'autorité royale. Le discours de la servitude volontaire, composé par la Boétie, alors qu'il avait 18 ans, et le mémoire sur l'édit de janvier de 1562 furent déterminants, à mon avis, dans la formation politique de Montaigne. Par ses écrits qui circulaient sous le manteau ou de façon semi-privée, la Boétie avait montré une aptitude peu commune à commenter les décisions politiques et religieuses de son temps. Obviamente las conversaciones de los dos hombres habrán tratado de política y de religión. Mientras el Parlamento estaba dividido, ellos dos asumían una línea política parecida. Ambos defendían la causa católica y poco les seducían las perspectivas de concesiones con los protestantes.
Compartían también el ideal de un parlamento respetuoso del poder real, pero independiente. El discurso sobre la servidumbre voluntaria que Lavoisier redactó a los 18 años y su reporte sobre el edicto de enero del 1562 determinaron la formación política de Montaigne. Con estos textos, que se difundían a escondidas, Lavoisier había revelado su actitud en comentar los acontecimientos políticos o religiosos de su tiempo. La réforme protestante s'était aussi largement propagée en Guyenne entre la fin des années 1540 et le début des années 1560. Durant l'année 1561, les séditieux agissaient ouvertement à Bordeaux et en Guyenne, et le recours à la violence devint rapidement le meilleur moyen de s'exprimer, aussi bien dans le camp des catholiques que des protestants. Dans cette logique infernale de la terreur, la Boétie recommanda une position politique intransigeante en réponse à une ordonnance d'octobre 1561 émise par le lieutenant-gouverneur du roi de Navarre en Guyenne. L'une des propositions inacceptables aux yeux des catholiques consistait à réserver une église au culte réformé dans les principales villes de Guyenne. Cette concession fut jugée intolérable par Montaigne et la Boétie, car elle ouvrait selon eux la porte à d'autres conciliations qui, en définitive, affaibliraient l'Église catholique et, dans la moyenne durée, porteraient atteinte à la paix civile. La reforma protestante había ganado terreno en Guyenne entre los años 1540 y el principio de los años 1560. Así, durante el año 1561, los sediciosos actúan abiertamente y rápidamente la violencia se vuelve el mejor medio para expresarse, elegido tanto por los católicos como por los protestantes. En esta lógica infernal y en reacción a la ordenanza de octubre de 1561 emitida por el teniente gobernador del rey de Navarra en Guyenne, Charles de Cossy, señor de Bury, la Boétie recomienda una posición política intransigente. La proposición, por ejemplo, de apartar una iglesia al culto protestante en las ciudades principales de Guyenne les resultó inaceptable a la Boétie y Montaigne por ser la puerta abierta a otras conciliaciones que terminarían debilitando a la Iglesia católica y a medio plazo alterarían la paz pública. Le discours de la servitude volontaire et le mémoire sur l'édit de janvier sont des textes distincts et contradictoires dans leurs propos, il faut bien l'avouer. Les divergences s'expliquent par le fait que le mémoire anticipe et tente de prévenir un événement politique et historique précis, l'édit de tolérance de Saint-Germain, qui accordait des lieux de culte public aux protestants, alors que le discours est plus théorique et renvoie à une conception idéale de la liberté, faisant de la servitude une inclination naturelle de l'homme, déjà présente dans l'Antiquité. Le public auquel s'adressent les deux textes politiques est également très différent. Le discours possède par exemple une dimension rhétorique qui correspond assez bien aux pratiques érudites des jurisconsultes et magistrats, férus d'histoire et de modèles antiques, sans que l'on puisse pour autant le réduire à un pur exercice de déclamation. Loin d'être une diatribe contre la tyrannie et la barbarie du connétable, la Boétie ne révèle jamais aucun nom, ni ne fait la moindre allusion évidente à un acte, à un événement contemporain. Le discours se conçoit plutôt comme une pratique professionnelle, un habitus de Robin, pourrait-on dire, qui commence sa carrière de jeune conseiller. Sur ce point, Montaigne a raison d'affirmer qu'il constitue véritablement un exercice de jeunesse. A l'inverse, le mémoire équivaut à un texte politiquement engagé, mais que le début des guerres de religion en 1563 rendu bientôt caduque. La position de Montaigne vis-à-vis de ces deux textes évolua tout au long des années 1560 et 1570. En 1580, le mémoire était totalement dépassé et décalé par rapport à la réalité politique et religieuse du temps, alors que le discours restait toujours d'actualité, précisément parce qu'il était conçu comme un exercice théorique et était moins ancré dans l'histoire. El discurso sobre la servidumbre voluntaria y el reporte son textos distintos y hasta contradictorios. Se explica porque el reporte anticipa y trata de prevenir un acontecimiento político e histórico preciso, el Edicto de Saint-Germain del 1562, que concede lugares de culto públicos a los protestantes, mientras el discurso más teórico desarrolla una concepción ideal de la libertad, considerando la servidumbre una inclinación natural del hombre, ya presente desde la antigüedad. El público de esos dos textos también es distinto.
Sin que se trate de un puro ejercicio de declamación, la dimensión retórica del discurso coincide con las prácticas eruditas de los jurisconsultos y magistrados amantes del modelo de la antigüedad. Libre de toda referencia a un contemporáneo, no es una condena de la tiranía del condestable, sino una costumbre profesional de joven magistrado. Y en eso Montaigne tiene razón cuando lo llama ejercicio juvenil. Al contrario, el reporte es un texto comprometido públicamente que se volvió caduco con el arranque de las guerras de religión en el 1563. A lo largo de los años 1560-1570, la opinión de Montaigne acerca de este texto fue evolucionando hasta que termine en la década de los años 1580 en completo desfase con la realidad política y religiosa. Cuando, al contrario, el discurso, justamente por ser menos anclado en la historia, nunca dejó de ser pertinente. Je saute les 2 prochains paragraphes. Voyons ce premier texte. Dans son mémoire, la Boétie n'envisage que 3 possibilités pour résoudre l'impasse religieuse. Premièrement, maintenir l'ancienne doctrine en matière de religion. Deuxièmement, introduire la nouvelle. Troisièmement, ou encore entretenir un équilibre entre les 2 religions sous le soin et conduite des magistrats, nous dit la Boétie. Cette solution n'est donc ni politique, ni religieuse, mais bien judiciaire. Elle correspond à la position des parlementaires qui voyaient ainsi une reconnaissance politique de leurs fonctions et leur conférer une importance centrale dans la résolution du conflit religieux. Montaigne soutenait lui aussi la solution judiciaire dans les années 1560. Après 1570, sa position fut évidemment tout autre. Les propositions avancées dans le mémoire ne correspondant plus à sa conception du Parlement. N'oublions pas que Montaigne abandonna le Parlement en 1570. Selon la Boétie, il incombait ainsi au Parlement de faire respecter, de part et d'autre, les solutions négociées. Il ne s'agissait pourtant pas d'avoir 2 religions au sein d'un seul royaume. En effet, des 2 doctrines si contraires, je cite la Boétie, il n'y en peut avoir qu'une vraie. Le compromis avait donc des limites. En el reporte, la Boétie considera 3 posibilidades para resolver el impasse religioso: o mantener la doctrina antigua, o implantar la nueva, o encontrar un punto de equilibrio entre las dos bajo el cuidado y mandato de los magistrados. Por lo tanto, su solución no es política ni religiosa, sino judicial. Tal era la posición de los parlamentarios, aspirando al reconocimiento político de su función mediante su papel central en la resolución del conflicto. Después de 1570, la concepción del Parlamento de Montaigne cambió, no nos olvidemos que lo abandonó. Y él dejó de apoyar a esta solución judicial. Según la Boétie, incumbía a los parlamentos hacer que ambos campos respetan las decisiones negociadas. Pero el propósito de estas negociaciones no debía ser la convivencia de las 2 doctrinas en el reino. De 2 doctrinas tan contradictorias, opinaba que solamente una podía ser verdad. Los compromisos tenían límites. La Boétie défendait l'idée d'un compromis pendant une période déterminée. Les 2 religions devaient coexister jusqu'à ce qu'un concile écuménique aplanisse les différences théologiques. La modération et le compromis, des thèmes très importants qu'on retrouvera dans les essais, ne pouvaient se concevoir que comme provisoires pourtant. Il ne s'agissait pas de changer de religion, mais bien de réformer des pratiques critiquables. La Boétie défendait cette phase transitoire au nom d'un seul remède envisageable, une paix à venir, projetée. Ce n'était pas une solution parfaite, mais la seule possible selon lui. Sans ce qu'il appelle cet intérim toléré, on ne pouvait délibérer sur rien. Étrange notion, pourrait-on dire, que celle de tolérance temporaire chez l'auteur du discours de la servitude volontaire. Montaigne prit ses distances, il me semble, avec une telle définition pratique de la tolérance, et compris après 1572 qu'un tel mot ne pouvait être suivi d'aucun adjectif marquant une restriction. La tolérance ne peut être conçue pour un temps défini. L'édit de janvier alla beaucoup plus loin que le mémoire en rendant légitime le culte réformé. La liberté de conscience et de culte ne pouvait se concevoir dans une période limitée dans le temps, et c'est la raison pour laquelle le mémoire
était vouée à l'échec, ce que comprit Montaigne dès les années 1570. La Boétie brouilla légèrement les pistes, en arguant d'ailleurs, je le cite, que la dissimulation des assemblances privées et secrètes est le commencement du mal, la tolérance des publics a été l'accroissement de nos calamités. La Boétie defendía la idea de un periodo limitado de coexistencia de las dos religiones, hasta que un concilio ecuménico solucione las diferencias teológicas. El compromiso y la moderación, temáticas tan importantes en los ensayos, solo podían pensarse para él como provisorios. No se trataba tampoco de cambiar de religión, sino de reformar unas prácticas criticables. Le parecía esta fase transitoria imperfecta, pero la única solución para conseguir la paz. Llama la atención esta noción de tolerancia temporaria de la mano del autor del discurso sobre la servidumbre voluntaria. Después de 1572, Montaigne tomó distancia con esta definición tan cómoda de la tolerancia, entendiendo que tal palabra no podía venir con ninguna restricción. La tolerancia no podía ser limitada en el tiempo. El edicto de enero osa mucho más de lo que proponía el reporte, haciendo legítimo el culto reformado. La libertad de conciencia no se podía dar para un tiempo limitado, y el reporte estaba destinado al fracaso. La Boétie adujo que la disimulación de las asambleas privadas y secretas La disimulación de las asambleas privadas y secretas es el comienzo del mal. Su tolerancia pública a aumentado nuestra calamidad. Comme on le voit, donner des droits pour un temps et les enlever ensuite n'a aucun sens d'un point de vue purement politique. Peut-être d'un point de vue judiciaire, mais certainement pas politique. Les concessions accordées par le roi conduisirent en effet les réformés à croire qu'ils avaient bien fait de désobéir. Certains, comme la Boétie, soutenaient même que le compromis permettait de gagner l'indulgence de ses ennemis et de les pacifier pour un temps, mais qu'à long terme, tout accommodement serait inéluctablement perçu comme un privilège irrévocable. La Boétie était catégorique sur ce point, je le cite, « On se trompe », déclara-t-il, car selon lui, la France se remplirait alors d'impiété et d'irreligion. Il ne semblait d'ailleurs pas vraiment croire qu'un concile écuménique réglerait les différends. Après maintes tergiversations, il recommanda de commencer, je le cite, par la punition des insolences advenues à cause de la religion. Qui aime bien châtie bien. Après les positions dogmatiques et intransigeantes, le temps du compromis semblait arriver au terme d'un mémoire dont le maître mot est « réforme ». Mais qu'on réforme tellement, c'est là l'Église, dit-il, qu'elle soit en apparence toute nouvelle et en mœurs tout est autre, et en se faisant user d'une telle modération qu'en tout ce que doctrine d'Église pourra souffrir, on s'accorde aux protestants pour les ranger tous en un troupeau. Suivent alors des propositions ponctuelles sur les offrandes et les reliques, comme si la question pouvait être réglée à propos de détails. La Boétie imagine ce qui pouvait offenser les protestants et propose, je le cite, d'ôter ce qui n'y sert à rien dans les églises catholiques. En supprimant les images, on éviterait au peuple de tomber dans l'idolâtrie et les réformés n'auraient ainsi plus aucune raison de se plaindre, car, je cite la Boétie, ils n'auront plus occasion de trouver non plus mauvaises les peintures au lieu public que dans les maisons privées, et la chose sera remise à son premier et naturel état. Entregar derechos para quitarlos luego no tiene ningún sentido políticamente. Es cierto que las concesiones hechas por el rey consagraron la desobediencia de los protestantes. Algunos, tal como la Boétie, opinaban que si a corto plazo un compromiso permitía tranquilizar al opositor, a medio plazo terminaría pareciéndole un privilegio irrevocable. Y decía, se están equivocando, Francia se iba a llenar de impiedad e irreligión. No parecía creer siempre en que un concilio ecuménico sea la solución, y hasta con vacilación llegó a recomendar que se empiece por castigar las insolencias que ocurrieron por religión. Pero después de posiciones dogmáticas e intransigentes, el reporte se cierra con la idea de reforma. Reformemos la Iglesia, dice, para que parezca nuevita, que parezca haber muerto en su antigua forma, y al hacer eso, usemos de toda la moderación posible en lo que la Iglesia puede soportar,
para que los protestantes vuelvan al relato. Sigue con proposiciones puntuales acerca de las ofrendas y las reliquias, como si se pudiera arreglar el conflicto con detalles. Se figura lo que ofende a los protestantes y propone que se saque lo que no sirve tanto en las iglesias católicas. Por ejemplo, al sacar las imágenes, los fieles no se adornarían de la idolatría y los protestantes no tendrían más para quejarse. Le parecía que solamente se trataba de mostrarse un poco paciente, ya que pronto se entendería que los signos visibles de la religión romana son una buena y sana tradición de la Iglesia universal. Je saute les 6 prochaines lignes et je vous donne un dernier paragraphe. Le message de la Boétie donc se résume à gagner du temps. Les laïcs avaient le devoir d'intervenir là où les théologiens ne pouvaient s'entendre ni trouver un compromis. Cette laïcisation du politique est sans doute la leçon retenue par Montaigne, à mon avis. Il vit dans le médiateur qu'il aspirait à devenir, un homme respectueux des deux religions, même si, affirmait-il, la question de la religion ne s'était jamais vraiment posée pour lui. Protégé des critiques possibles sur le dogme chrétien, Montaigne n'était pas influençable sur la religion. On ne touche pas à la tradition, on ne touche pas à la culture. Il faut toujours rappeler que pour lui, la religion est une question de tradition et de culture avant tout. Nul ne peut jamais soutenir qu'il pencha à un moment donné de sa vie du côté de la réforme, même si beaucoup de ses positions éthiques et morales n'étaient pas incompatibles avec l'idée de liberté qui était au corps des revendications huguenotes. La Boétie et le mémoire auront appris à Montaigne à se tenir à l'écart des discussions théologiques. Dans ses essais, Montaigne se plaça au-dessus de la tempête dont parle la Boétie. En ce sens, il n'avait peut-être pas tort de voir dans les guerres de religion un épisode parmi d'autres dans la longue histoire de l'humanité. De façon paradoxale, les essais s'appuyèrent sur l'histoire pour mieux la repousser. Et c'est peut-être pour cette raison que vous n'avez aucune réflexion sur le massacre de la Saint-Barthélemy dans les essais. Je vous remercie. El objetivo de la Boétie entonces es ganar tiempo, hacer tiempo. Esta laicización de lo político es la lección que Montaigne aprendió de la Boétie. A pesar de que decía que la temática religiosa no se presentó a él, aspiraba a ser un mediador respetuoso de las dos. Nadie podría afirmar que se haya acercado al lado del protestantismo, fue claramente un católico, y a pesar de que muchas de sus posiciones morales y éticas hagan ruido a la noción de libertad central en la doctrina hugonote. La Boétie y su reporte le enseñaron a quedarse a distancia de las discusiones teológicas. En sus ensayos, Montaigne se posiciona por encima de la tormenta. En este sentido, se representa las guerras de religión como un episodio de otro en la larga historia humana. Los ensayos se apoyan sobre la historia para superarla, y por eso quizás no hace ninguna referencia o reflexión acerca de la matanza de San Barthélemy. Merci beaucoup, Monsieur Descamps. Merci, Maëlys, aussi, pour la traduction. Bien, pasamos entonces a la presentación de la tarde del profesor Nicolas Leroux, profesor de la Université Paris-Nord. Ha escrito los últimos libros, los últimos trabajos, los más exhaustivos, la religión, la historia política. Se ha especializado también en los lazos internobiliarios que tanto desencadenaron como facilitaron la resolución de esos conflictos. Y viene en el 2015 publicó su ensayo sobre el año 1515, como indicando como el inicio del Renacimiento francés y el Renacimiento en sí, de alguna manera. Y en el año pasado publicó lo que tenemos como el último trabajo como resumen y síntesis de lo que fueron las guerras de religión. Y aquí va a dar su posición sobre los magnicidios del último rey Valois, Henri III, Enrique III, y Enrique IV, el primer monarca por y adelante. Alors, merci pour cette invitation. Donc, le thème, pour finir rapidement, c'est violence et politique au temps des guerres de religion.
Non. Alors on commence on est le 1er août 1589 quand se déroule l'assassinat d'Henri III. Le 2 août 1589, le roi meurt des suites de la blessure qu'il a reçue au ventre qui lui a été infligée par un jeune moine nommé Jacques Clément. Ce n'est pas le seul régicide, il y en a un deuxième, le 14 mai 1610, Henri IV tombe à son tour sous les coups de François Ravaillac, un catholique qui voit en lui un suppôt de l'hérésie protestante. Pourtant, Henri III puis Henri IV étaient des rois très chrétiens, catholiques. Comment en est-on arrivé là? Gracias por la invitación. Se tratará de violencia y política en los tiempos de las guerras de religión. El 2 de agosto de 1589, poco después de las 2 de la mañana, el rey Enrique III murió por la herida en la panza que le había infligido el joven fraile Jacques Clément. El 14 de mayo del 1610, Enrique IV cae él también por los golpes de François Ravaillac, un católico exaltado que le consideraba el esbirro de la herejía hugonota. Ambos eran reyes católicos y murieron de manera extremadamente violenta. ¿Cómo habremos llegado a este punto? La fin du XVIe siècle a constitué une période d'une violence extrême, on l'a déjà vu, au cours de laquelle massacres et assassinats politiques se sont multipliés. Rivalité aristocratique, intérêts particuliers et orientation confessionnelle étaient étroitement liés. Nombre de seigneurs ont rallié le mouvement réformé au lendemain de la mort d'Henri II en 1559, d'abord pour des raisons spirituelles, mais aussi parce qu'ils étaient hostiles au pouvoir que la maison de Guise, championne du catholicisme militant, s'était arrogé. Un grand prince, le prince de Condé, a pris la tête du parti protestant, du parti huguenot, mais il n'a pas encouragé les actions violentes. Et il ne semble pas être impliqué dans la première tentative protestante d'enlèvement du roi. Il s'agissait du roi François II, qui a été fomenté par un seigneur nommé Jean du Barry, seigneur de la Renaudie, en 1560, alors que la cour séjournait à Amboise. La conjuration déjouée, la Renaudie et ses complices ont été exécutés sous les murs du château, à Amboise. El fin del siglo XVI constituyó un periodo de extrema violencia durante la cual matanzas y asesinatos políticos se multiplicaron. Rivalidades aristocráticas, intereses particulares, orientaciones confesionales eran profundamente vinculadas. Muchos señores se juntaron a la corriente reformista después de la muerte de Enrique II por motivos espirituales, pero también porque estaban hostiles al poder que había ganado la Casa de Guise, campeona del catolicismo militante. El príncipe de Condé, que se hizo líder del partido hugonote, no incita a acciones violentas. No parece haber sido él implicado en el intento de secuestro sobre el joven Francis II, secuestro planificado por el protestante Jean du Barry, señor de la Renaudie, en marzo del 1560. La trampa habiendo fracasado, la Renaudie y sus cómplices fueron ejecutados. Espérant apaiser les esprits, la reine-mère, Catherine de Médicis, et le chancelier Michel de l'Hôpital ont accordé aux protestants la liberté de conscience et surtout la liberté de culte en janvier 1562. Mais leurs efforts de paix ont été ruinés quand le duc de Guise, François de Lorraine, duc de Guise, François de Lorraine, massacre de Lacy, encore avant, quand le duc de Guise ici a fait massacrer ou laissé massacrer la communauté protestante de Vassy en Champagne. C'est le premier grand massacre. Ce coup de force, c'est peut-être quelque chose qui participe d'une sorte de stratégie de la tension. Et il s'est avéré très efficace. Les protestants ont en effet réagi en prenant les armes, ce qui a plongé le royaume dans le chaos. Con el fin de apaciguar los ánimos, Catalina de Médicis y su consejero Michel de l'Hôpital otorgaron a los protestantes la libertad de conciencia y la libertad de culto en enero de 1562,
Pero este esfuerzo fue arruinado por el masacre de la comunidad protestante de Vassy por el duque de Guise, o que permitió el duque de Guise. Fue la primera gran matanza. Este golpe por la fuerza formó parte de una eficaz estrategia de la tensión. Los protestantes reaccionaron tomando las armas y el reino entró en caos. Le duc de Guise lui-même fut assassiné en février 1563 par un protestant. L'auteur de l'attentat était un gentilhomme huguenot nommé Poltrot de Méré. Aussitôt appréhendé, le meurtrier fut conduit à Paris où il fut exécuté. Il subit le châtiment des criminels de lèse-majesté. Así resulta que asesinaron también al duque de Guise en Orleans en febrero del 1563. El autor del atentado era un gentilhombre, Poltrot de Méré. Tan pronto como lo arrestaron, le llevaron a París donde le hicieron sufrir el castigo que corresponde para un crimen de lesa majestad. Al matar al jefe... Je saute au passage. Un grand cycle de vendetta venait de s'ouvrir, vendetta familiale, vengeance. La maison de Guise n'eut désormais de cesse de réclamer la tête du commanditaire présumé de l'assassinat, l'amiral Gaspard de Coligny, qui commandait l'armée protestante. Et un attentat se déroula contre l'amiral de Coligny le 22 août 1572. L'auteur du coup de feu était probablement le sieur de Maurevert, qui, quelques années plus tôt, avait déjà tué un proche de l'amiral. Or, Maurevert avait des liens avec les Guises, et par la suite, les Guises l'ont protégé. Coligny fut achevé, l'amiral de Coligny fut achevé lors du massacre de la Saint-Barthélemy, et avec lui disparurent environ 3000 autres protestants à Paris. Con este asesino se abrió un largo ciclo de vendetta, ya que la casa de Guise no paró de exigir la cabeza del comanditario presumido, al almirante Gaspard de Coligny, que mandaba el ejército protestante. El 22 de agosto del 1572 trataron de dispararlo. El responsable podría haber sido el señor de Maurevert, que unos pocos años antes había matado a un cercano del almirante. Este señor de Maurevert estaba vinculado con los de Guise, que le ofrecieron luego su protección. Si Coligny se recató del atentado, 2 días después fue matado durante la Saint-Barthélemy y con él unos 3000 otros protestantes.